Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Grotesque propagande polissarienne instrumentalisée par d'immorales voix médiatiques algériennes, des faits inventés et soigneusement scénarisés pour duper délibérément l'opinion publique autour de ce qu'ils ont nommé la cause sahraoui. Plus d'éléments sur cette aberration dans ce journal. La vaccination, meilleur rempart à la propagation du virus. Les préparatifs pour le lancement de la campagne nationale de vaccination à grands pas. Nous verrons à Khnifra où d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer un déroulement sûr de cette opération. Puis en fin de journal, nous vous présentons le tout nouvel ouvrage de Nadia Shraibi. L'écrivaine relate l'histoire réelle d'un enfant adopté, une histoire de kafala qui se vit autrement, loin des nappes de l'oubli des origines. Un émouvant récit à apprécier en fin de journal. Pour entamer ce journal, ce rappel des activités royales de la semaine. Mardi 22 dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a reçu au palais royal de Rabat une délégation américano-israélienne. Une audience marquée par la signature d'une déclaration conjointe tripartite entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël. Les développements avec Souad Anachat. La délégation est composée de messieurs Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis d'Amérique, Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale de l'État d'Israël, et Avraham Joel Berkovitch, assistant spécial du président des États-Unis d'Amérique et représentant spécial pour les négociations internationales. Sa Majesté le Roi a réitéré sa pleine satisfaction quant au résultat historique de l'entretien que le souverain a eu le 10 décembre 2020 avec son Excellence, M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. La proclamation présidentielle reconnaissant la marocanité du Sahara, ainsi que les mesures annoncées pour la reprise des mécanismes de coopération avec Israël, constituent des développements majeurs pour le renforcement de la paix et de la stabilité régionale. Ces mesures concernent l'autorisation des compagnies aériennes israéliennes pour transporter des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens vers le Maroc, la pleine reprise des contacts et des relations diplomatiques et officielles avec Israël au niveau approprié, la promotion d'une coopération économique bilatérale dynamique et innovante et l'action en vue de la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv. L'audience royale a été l'occasion de réaffirmer que l'ensemble des décisions et mesures annoncées lors de l'entretien téléphonique du 10 décembre entre le souverain et le président américain seront intégralement appliquées. Sa Majesté le Roi a enfin réitéré la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne basée sur la solution à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, les négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes comme seul moyen de parvenir à un règlement global et définitif et l'attachement de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, à la sauvegarde du caractère musulman de la ville sainte. À l'issue de cette audience, une déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël a été signée devant Sa Majesté le Roi par le chef du gouvernement, M. Saad El-Othmani, M. Jared Kushner et M. Meir Ben Shabbat. Puis ce message adressé le mercredi par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de l'État palestinien Mahmoud Abbas à Abou Mazen. Dans ce message, le souverain a réitéré la position constante du Royaume du Maroc en faveur de la question palestinienne fondée sur la solution à deux États. Sa Majesté le Roi a également informé le président Abbas qu'il convoquera prochainement la réunion de la 21e session du comité Al-Quds au Maroc en vue d'examiner les moyens de consolider la préservation du statut spécial de la ville d'Al-Quds al-Sharif. Et avant-hier, vendredi, le souverain a eu un entretien téléphonique avec le premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou.
Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a rappelé les liens forts et particuliers entre la communauté juive originaire du Maroc et la monarchie marocaine. Le souverain a également réitéré la position cohérente, constante du Royaume du Maroc au sujet de la question palestinienne. Pour sa part, le Premier ministre israélien a assuré Sa Majesté de sa détermination à mettre en œuvre tous les engagements pris selon un calendrier précis de mise en œuvre. Chez nos voisins de l'Est, des voix médiatiques dénuées de toute crédibilité font l'écho à un semblant de victoire. Une sacrée mascarade montée de toutes pièces. Tenez-vous bien, on parle d'attaque des forces armées royales contre les civils, de résistance des bandits du Polisario. Le scénario va pousser plus loin et prétendre de lourds dégâts essuyés par le Maroc. Une propagande polisarienne cautionnée, instrumentalisée par l'Algérie et ses médias qui diffament et calomnient impunément. Iman Ablou. Des décors grotesques, de piétros comparses et des journalistes algériens derrière la caméra, le tout pour simuler des scènes de guerre imaginaires diffusées sur la télévision algérienne. Ce samedi 26 décembre, la chaîne publique algérienne d'information continue Al-Ikhbariya a réservé pas moins de 8 heures de ses programmes pour défendre les thèses des séparatistes du Polisario. Un long marathon médiatique ponctué par des pseudo-reportages et des témoignages depuis le camp de Tindouf. C'est le dernier acte en date de la campagne enragée menée tambour battant par les médias algériens contre le royaume depuis l'intervention réussie des forces armées royales à Guerguerat. La propagande polisarienne ne s'en tient plus au communiqué quotidien annonçant de lourdes pertes infligées à nos soldats qui ne trouvent d'autre relais que l'agence de presse officielle algérienne. Aucun média sérieux ne relaie les élucubrations de la propagande séparatiste. Les milices du Polisario et l'Algérie innovent et passent carrément à la réalisation de reportages montés de toutes pièces selon lesquels l'armée marocaine aurait bombardé des civils dans le secteur de Mahbes. Un tissu de mensonges au relent belliqueux. Une stratégie médiatique qui continue à ressasser des thèses obsolètes. Une guerre des mots faite de mensonges, de rumeurs et d'allégations, avec à la clé des images tournées dans d'autres zones de conflit ayant la même configuration topographique pour induire l'opinion publique en erreur. Après avoir inondé les réseaux sociaux de fake news sur la situation au Sahara marocain, le voisin de l'Est persévère dans sa propagande anti-marocaine et fomente une guerre fantasmée entre le royaume et la milice séparatiste. Une propagande fallacieuse dont elle abuse de façon caricaturale. En effet, elle n'existe que dans l'imaginaire d'un pouvoir en déphasage avec son temps. Nul n'est plus à duper de nos jours. Loin du langage de la propagande des brigands du Polisario et des médias sournois de l'Algérie qui mettent en avant des mensonges et une réalité tout à fait biaisée, nous vous proposons de suivre ce reportage à Mahbes qui rend compte de la réalité sur le terrain en images et en son. Nisrina Ozdar. Ils ont beau mentir, ils ont beau travestir la réalité, mais les faits sont là, têtus. Et la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Le calme et la stabilité qui règnent ici à Mahbes en sont la preuve irréfutable. Essentiellement occupé par les nomades, ce point frontalier vit au rythme d'un continuel développement. Ses habitants témoignent. Tout va bien, nous sommes sains et saufs et nous coulons des jours paisibles. Nous ne manquons de rien. Nous avons accès à l'eau potable et l'électricité et les marchés locaux sont bien achalandés. L'intox qui pullule sur les réseaux sociaux et sur les médias algériens déshonore ce noble métier. Tout cela est pathétique. Le dégoût de cet homme est partagé par toute la population de Mahbes. La propagande ridicule des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne suscite que mépris et désolation. La région est ultra sécurisée. Nous y vivons en toute tranquillité, sans inquiétude aucune. Ceux qui prétendent le contraire sont la parfaite preuve que nos progrès dérangent. Pendant que le royaume continue sa marche à grande vitesse vers le progrès, ses ennemis ne cessent d'encaisser revers après revers.
Un énième exemple d'un écart absolu entre une grande nation dans une logique de construction et de transparence et les bandits des grands chemins qui s'accrochent à une lamentable machine à propagande. Maigre consolation après tant d'échecs. Les principaux indicateurs de l'évolution de la situation épidémiologique chez nous, 1517 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, 1965 nouvelles guérisons recensées et 36 décès. Le taux de létalité s'établit toujours à 1,7%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques recensés dans les différents établissements hospitaliers, il s'élève à 1232. 147 nouveaux cas de plus ces dernières 24 heures. 104 patients sont sous intubation et 691 sont sous ventilation non invasive. Le taux d'occupation des lits de réanimation Covid est de 39,7%. Et justement, l'unique moyen pour freiner la propagation du virus, c'est la vaccination. Les préparatifs pour le lancement de la campagne nationale de vaccination ont atteint un stade très avancé. L'exemple aujourd'hui nous vient de Khnifra. Le reportage est de Reda Ama ou Amin Sherkawi sur un commentaire de Oumaima Ramli. Nous sommes au centre urbain Amalou 1 de Khnifra. Ici, tout est fin prêt pour relever le plus grand défi de l'année 2020, la vaccination massive. Les soldats en blouse blanche sont aux aguets. Tout au long des semaines écoulées, ils ont suivi des formations. Objectif, éviter tout obstacle pouvant surgir lors de la mise en œuvre effective du programme de vaccination. L'opération de vaccination se déroulera en 2 étapes. D'abord, nous prenons les coordonnées des candidats. Ces informations, nous les insérerons dans un système informatisé pour faciliter le suivi. Les vaccins seront administrés en 2 doses à intervalles de 21 jours. La vaccination, c'est le seul moyen de figer la circulation du virus. Pour cela, le Maroc ne lésine pas sur les moyens. Au gros mot, les grands moyens. C'est une très grande opération que le Maroc s'apprête à lancer. Pour la réussir, d'importants moyens matériels et humains sont mobilisés. Comme vous avez pu le voir, le centre est fin prêt. La ville de Khnifra en compte 45. Nous aurons également recours à des unités mobiles de vaccination. Elles seront dépêchées en zone rurale. Pour la ville de Khnifra, 223 points de vaccination sont mobilisés et pas moins de 167 médecins et autres techniciens feront le suivi des candidats. Moins d'une semaine après le feu vert de l'Union européenne au vaccin Pfizer-BioNTech, les pays de l'Union européenne ont entamé aujourd'hui leur campagne de vaccination. L'Italie, l'Allemagne, la Hongrie ou encore la Slovaquie avaient ouvert la marche samedi. Ce dimanche, les pays nordiques, la Suède, la Finlande et le Danemark ont à leur tour lancé leur campagne de vaccination. En France, une femme de 78 ans a reçu la première fameuse piqûre à l'hôpital René Muret de Sevran, près de Paris. Le gouvernement français s'est fixé d'ici fin février l'objectif d'1 million de vaccinés. Bien que ces premières injections offrent une lueur d'espoir, des inquiétudes surgissent après le signalement de plus en plus de pays de la nouvelle souche du coronavirus. Le Canada, l'Italie, la Suède, l'Espagne et le Japon sont parmi les derniers pays à avoir détecté ce variant britannique, possiblement plus contagieux. Face à des niveaux de contamination jugés préoccupants, plusieurs pays sont de nouveau soumis à des mesures de restriction, comme l'Autriche, qui a confiné sa population samedi jusqu'au 24 janvier. Des dizaines d'États ont dû couper leurs liaisons aériennes, maritimes ou terrestres avec le Royaume-Uni, y compris le Maroc, rappelons-le. S'il y a un secteur qui a été mis à genoux à cause de la pandémie, ce serait bien le tourisme. L'activité est au point mort. Malgré des efforts de redressement, les pertes sont colossales. Les unités hôtelières accusent une baisse sensible d'affluence, alors que les professionnels du secteur tablaient sur les fêtes de fin d'année pour redresser la situation. Les nouvelles mesures restrictives n'ont pas été à leur goût. Reportage à Marrakech, il est signé Amina Allam, Hassan Maskour et Zakaria Mokinbillah. Les préparatifs pour les fêtes de fin d'année sont bien visibles, mais les touristes manquent à l'appel. Dans cette unité hôtelière de la ville Ocre, l'affluence est plutôt timide. Dans les différentes aires de l'hôtel,
Le personnel apporte les dernières retouches à la décoration. Le constat est bien là. L'activité touristique est toujours à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Normalement, on devait accueillir plus de clients à l'occasion des vacances de fin d'année. Mais malheureusement, avec la dernière décision de restriction, on a eu beaucoup d'annulations. Donc les annulations, ils sont environ de 35% et qui a touché aussi c'est-à-dire les touristes internationaux et les Marocains. Dans l'ancienne Médina, la léthargie économique est palpable. Ici, au Souk Samarine, les boutiques regorgent de créations d'artisanat, textiles, cuivre, cuir et autres. Les vendeurs espéraient un regain d'activité. Les nouvelles mesures préventives n'ont pas été à leur goût. Nous espérions le retour des touristes nationaux, alors que les touristes en provenance de l'étranger sont peu nombreux. Le tourisme local peut donc représenter une bonne alternative. Beaucoup sont prêts à venir de Rabat, Tanger, Agadir ou d'autres villes du royaume. Ces mesures restrictives ne servent pas nos intérêts. Dans ce contexte, l'activité touristique a du mal à se redresser. Si les années précédentes, la ville ocre enregistrait des records de visiteurs pour les fêtes de fin d'année, cette année, les professionnels comptent leurs pertes. Ils évaluent la baisse de leur chiffre d'affaires à 40% pour cette période et à 70% sur l'ensemble de l'année. La sphère politique est en deuil. L'ancien ministre et dirigeant istiqlalien Mohamed Delwafa est décédé aujourd'hui à Rabat à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie. Le défunt avait été nommé ministre de l'Éducation nationale en 2012, puis ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance en 2013. Ancien membre du comité exécutif du parti de l'Istiqlal, Mohamed Delwafa avait occupé le poste d'ambassadeur dans plusieurs pays, notamment l'Inde, l'Iran et le Brésil. Il avait également présidé le conseil municipal de Marrakech entre 1983 et 1992. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. À peine sorti, le nouveau livre de Nadia Shraibi fait déjà beaucoup parler de lui. Sa trame romanesque est singulière. Il raconte la réelle histoire d'un enfant adopté, mais jamais séparé de sa mère biologique, ni de celle qui le comble de tendresse et de bienveillance. Un enfant heureux et aimé par 3 femmes généreuses. Un triptyque narratif avec l'amour comme fil rassembleur et la transparence comme sève nourricière. Bref, une kafala qui se vit autrement, loin des nappes de l'oubli des origines. Sarah Katiri et Ahmed Al-Hamri ont rencontré l'auteur et les premières admiratrices de cet émouvant récit. Pour son premier livre, Nadia Shraibi décide d'écrire un roman biographique intitulé « Moi, fils unique de 3 mamans ». Le roman raconte l'histoire véridique de Yazid, un enfant de 14 ans aujourd'hui, adopté par Kafala. Il vit avec ses 3 mamans, sa mère biologique, la maman adoptive et sa sœur. Le message est simple, c'est d'abord de dire toujours la vérité à un enfant qui est pris en charge par une famille. Il ne faut jamais mentir. Et cet enfant-là, il a eu justement la chance qu'on lui a toujours raconté sa vie, ses origines, comment il est arrivé dans cette famille. Et on lui a surtout permis de rester dans les bras de sa maman au quotidien. Le livre donne un large aperçu sur la kafala, une procédure légale qui donne le droit à une personne de prendre en charge un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est une histoire humaine, c'est comme un conte de fées, c'est quelque chose de très beau. Mais seulement derrière, qu'est-ce que se cache derrière cette histoire? Ce sont des tabous terribles, des tabous qui empêchent notre société d'avancer. C'est une jolie histoire d'un garçon qui a été élevé par l'auteur de ce livre. Et donc, c'est un récit très émouvant. C'est une histoire très émouvante parce que Nadia Shraibi a adopté un enfant, mais elle l'a adopté avec sa maman. Et ainsi, il y a 3 personnes heureuses. Il y a la maman qui n'a pas perdu son bébé. Il y a l'enfant qui a pu être élevé par 2 mamans. Et il y a Nadia qui a pu avoir un enfant.
Prendre en charge un enfant en kafala et ne pas le séparer de sa maman a été source de tendresse et de beaucoup de bonheur pour notre auteur et son entourage, sans déchirure ni culpabilité. Belle et émouvante biographie, et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre émission sportive à la Alam Riyadi vous sera présentée par Amine Nouri, et demain retrouvez ici à la même place Iman Abdou, toujours à 19h. Belle soirée à tous.